Bonjour tout le monde, c'est Morgan. Vous êtes sur AI4U pour la formation sur les algorithmes de machine learning linéaire. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner toujours plus largement ces contenus. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute la théorie sur la régression linéaire. Vous allez découvrir tout sur son fonctionnement, comment l'erreur est calculée et comment les paramètres sont optimisés grâce à l'algorithme du gradient descent. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via un lien directement dans la description ou sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Maintenant, let's go! La régression linéaire est un algorithme de machine learning permettant de résoudre des problèmes de régression. Un problème de régression est un problème d'apprentissage supervisé où l'on prédit une variable continue. Dans notre exemple, nous allons prédire le prix d'une maison qui est une variable continue car elle peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et plus l'infini. Nous avons à notre disposition un jeu de données labellisé avec des variables explicatives x qui nous donnent des informations sur le problème que nous essayons de résoudre. Ici, on a la surface de la maison, son nombre de pièces et l'année de construction. On a également la variable y qui est notre variable cible qui correspond au prix de chaque maison. L'idée est de créer un modèle qui prend en entrée les variables explicatives et qui arrive en fonction de ces données à prédire le prix des maisons et notre variable y. Pour la suite de notre exemple, nous allons seulement utiliser la variable explicative surface pour prédire le prix de notre maison afin de simplifier le problème pour mieux visualiser et mieux le comprendre. Pour la suite de notre exemple, nous allons utiliser seulement la variable explicative surface pour prédire le prix de notre maison afin de simplifier notre problème pour mieux le visualiser et mieux le comprendre. On va commencer par visualiser notre problème. Nous avons en abscisse la surface de notre maison et en ordonnée le prix de cette maison. Chaque point bleu correspond à l'association de la surface et du prix pour chaque maison. On peut remarquer une tendance à l'augmentation du prix lorsque la surface augmente. On pourrait modéliser l'interaction entre ces deux variables en traçant une droite. Comme cela, si j'ai une nouvelle maison avec une surface de 45 m² par exemple, je peux utiliser cette droite pour prédire le prix de cette maison. L'expression mathématique de cette fonction est celle d'une droite. On a bien y égale w0 plus w1 x1. Vous avez déjà vu cette équation en terminale lorsque vous étudiez les fonctions affines. Vous l'avez déjà vu sous cette forme. f de x égale ax plus b. La fonction reste la même. Les changements sont seulement dus à des conventions différentes. Ici, W0 est égal à B, qui est notre ordonnée à l'origine, et A est égal à W1, qui est le coefficient appliqué à notre variable x1. Ici, nous sommes dans le cas où on utilise seulement une variable explicative x1 pour résoudre notre problème. Mais dans le cas général, on peut avoir autant de variables explicatives que l'on veut. Donc voici l'expression de notre modèle dans le cas général. Ici, on a W2 qui est le coefficient appliqué à une seconde variable x2 et ainsi de suite jusqu'à Wn qui est le coefficient appliqué à la variable xn. Revenons à notre exemple avec une seule variable et avec deux paramètres, W0 qui est l'ordonnée à l'origine et W1 qui est le coefficient directeur de notre droite. Pour une valeur de W0 et W1, on peut obtenir une droite. Mais si on change les valeurs, on change également la représentation de cette droite. Pour résoudre notre problème en exemple, quels paramètres devons-nous choisir? On peut choisir une infinité de paramètres qui vont nous donner une infinité de droites qui passeront par nos points. Pour nous aider à choisir les paramètres qui sont les meilleurs pour notre modèle, nous allons intégrer une nouvelle notion, la notion d'erreur et de coût. Imaginons que j'ai décidé de prendre des paramètres qui me donnent cette droite. À partir de cette droite, on peut calculer l'erreur de prédiction. Cette erreur est la distance entre le prix réel de la maison donné par notre point bleu et le prix de la maison estimé par notre droite rouge. Cette distance est l'erreur de prédiction de notre droite. On va calculer cette erreur pour chacun de nos exemples. Si je reprends mon problème et que je trace une nouvelle droite, je peux visualiser à nouveau mes erreurs par rapport à cette droite et on peut voir que l'erreur a l'air moins importante que précédemment. Donc l'objectif est de trouver une droite qui minimise cette erreur de prédiction. Nous arrivons à quantifier visuellement l'erreur de prédiction de la droite car nous n'avons qu'une variable explicative et très peu de points. L'idée est de trouver une fonction qui estime l'erreur de prédiction de notre modèle.
Cette fonction se nomme la fonction de coût car elle calcule le coût, c'est-à-dire l'erreur de notre modèle. Par défaut, on pourrait dire que l'on calcule la distance entre y chapeau, qui est l'estimation de notre modèle, et y, qui est la valeur réelle. Pour le reste, nous avons seulement à sommer les erreurs et à le diviser par le nombre d'exemples, et on aurait une erreur moyenne. Et imaginons que notre modèle prédise un prix d'appartement de 500 €, alors que la valeur réelle est de 520. La différence serait de moins 20. Pour mon second exemple, le modèle a fait une prédiction de 350, alors que la valeur réelle est de 320. La différence serait de 30. Si on somme ces deux valeurs, on obtient une erreur moyenne de 5, ce qui est faux. Pour éviter cette erreur, on va mettre les erreurs au carré, afin que toutes les erreurs soient positives. De cette manière, ils ne vont plus s'annuler entre elles, et nous pouvons sommer nos erreurs sans problème. Maintenant, nous avons notre fonction de coût, mais nous ne savons toujours pas comment choisir les différents paramètres de notre modèle. Ce que l'on peut faire, c'est tester différents modèles, calculer les erreurs associées et choisir le modèle avec le moins d'erreurs. On va essayer de trouver les meilleurs paramètres pour résoudre un problème ici avec nos 3 exemples. Je rappelle l'expression mathématique de notre modèle. Dans cet exemple, W0 sera fixé à 0 et nous allons optimiser uniquement le coefficient W1. Nous allons également tracer un deuxième graphique, la fonction de coût JW en fonction des différentes valeurs de W1. À chaque valeur de W1 sera associée une valeur de coût différente. Je rappelle l'expression mathématique de notre fonction de coût. On commence à W1 égale à 0, ce qui correspond à cette représentation graphique. On visualise le coût, puis on le calcule. On reporte le coût associé à la valeur 0 de W1 sur notre graphique de coût. Maintenant, on va tester pour W1 égale à 0,5. La fonction se rapproche de nos exemples, mais il y a toujours de l'erreur. Et l'erreur est estimée à 0,68. On peut le reporter également sur notre graphique. On peut tester également W1 égale à 1. Ici, là, on remarque que le modèle est parfait. Effectivement, le coût est égal à 0. On peut le reporter également sur notre graphique. On peut continuer au test pour W1 égale à 1,5 et 2. Si on relie nos points, on obtient une estimation de la distribution de notre erreur en fonction des différentes valeurs de W1. On peut voir que pour W1 égale à 1, l'erreur est au minimum. Notre modèle aura donc pour paramètre W0 égale 0 et W1 égale 1. On peut faire la même chose en faisant varier W1 et W0 en même temps. Mais pour tracer le coût en fonction des différentes valeurs de W0 et W1, il nous faudrait un graphique en 3 dimensions. Et si on ajoutait une nouvelle variable, ce ne serait alors plus possible de visualiser notre coût en fonction des différentes valeurs de nos paramètres parce qu'on aurait dépassé les 3 dimensions. De plus, pour obtenir ces cartes de coût, on est obligé de tester toutes les valeurs possibles pour nos paramètres, ce qui est très long en temps de calcul. On va donc essayer de trouver une manière analytique de résoudre notre problème en utilisant l'algorithme de la descente du gradient. En français, on appelle descente de gradient, mais on va plus souvent appeler cet algorithme sous son nom anglais, le gradient descent. Donc désolé, je vais faire un peu d'anglicisme ici. Donc, soit n le nombre de variables, on aura des paramètres wj qui seront entre 1 et n. L'objectif va être de trouver une fonction qui modifiera les paramètres wj afin qu'il minimise la fonction de coût jw. On utilise donc la formule que vous voyez à l'écran. Le 2 points égal correspond à l'affectation. Ça veut dire que la valeur wj sera remplacée par le résultat de notre expression à droite. L'expression est découpée en 3 termes différents. En premier, on a l'ancienne valeur de wj à laquelle on va soustraire la suite de l'expression. On a le learning rate, donc désolé encore un peu d'anglicisme, la traduction est taux d'apprentissage et vous ne le verrez nulle part. Donc autant apprendre les noms utiles. Donc le learning rate est un nombre entre 0 et 1 qui permet de contrôler la mise à jour des paramètres wj. Le dernier terme est la dérivée partielle de jw par rapport aux paramètres que l'on souhaite mettre à jour, wj. L'objectif sera de commencer avec des valeurs de wj aléatoires et de les changer au fil du temps afin d'obtenir des valeurs de wj minimisant la fonction de coût jw. Pour le moment, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais vous allez voir qu'au fil de l'exemple que je vais vous montrer après, ça ira de mieux en mieux. Reprenons la courbe tracée précédemment, jw en fonction de w1. On commence donc en t0
avec un paramètre W1 aléatoire. On calcule l'erreur de prédiction sur notre jeu de données et on obtient son coût associé. On applique maintenant l'expression du gradient descent pour obtenir la nouvelle valeur de W1 à T1. Il faut donc déterminer la valeur de la dérivée partielle si vous vous souvenez bien de vos cours de maths du lycée. La valeur d'une dérivée en un point est égale à la valeur du coefficient directeur de la tangente en ce point. Ici, on a le coefficient directeur d'une droite croissante, donc la valeur de la dérivée partielle est un nombre positif. Le learning rate est un nombre entre 0 et 1, donc c'est un nombre positif. Donc une multiplication entre deux nombres positifs nous donne encore un nombre positif. Si l'on soustrait W1 à un nombre positif, on obtiendra en T1 une valeur de W1 plus petite qu'en T0. Si on prend cette nouvelle valeur de W1 et que l'on calcule le coût associé, on remarque que le coût associé est plus faible que précédemment. Maintenant, vous allez me dire, mais si la valeur de W1 à T0 initialisée se trouve de l'autre côté de la pente, est-ce que l'on va remonter la pente? Eh bien, on va voir que ça ne change rien. Nous allons le voir avec cet exemple où on prend une valeur de W1 proche de 0 avec un coût associé proche de 2,3. Nous allons appliquer l'algorithme du gradient descent. On va calculer la valeur de la dérivée partielle. La valeur de la dérivée partielle est égale à la valeur du coefficient directeur de sa tangente en ce point. Ici, on voit que la droite, donc la tangente, est décroissante, donc la valeur de la dérivée partielle sera négative. Le learning rate reste positif, donc la multiplication entre un nombre négatif et positif nous donne une valeur négative, et si on soustrait un nombre négatif, ça revient à additionner la valeur à l'expression W1. Donc la nouvelle valeur de W1 en T1 sera donc plus grande que l'ancienne valeur en T0. On a donc notre nouvelle valeur de W1 en T1. Cette valeur est associée à un coût plus faible que précédemment. L'objectif est de réitérer l'application du gradient descent jusqu'à faire converger notre modèle vers une erreur minimum. Pour atteindre le minimum, on ne peut pas compter sur le learning rate qui reste fixe. Il faut donc compter sur la dérivée partielle qui va diminuer au fur et à mesure qu'on approche du minimum. Souvenez-vous que la dérivée partielle est égale à la valeur du coefficient directeur de la tangente en ce point. On peut donc voir que plus on se rapproche du minimum, plus la pente diminue. Donc plus la dérivée partielle sera petite, jusqu'à atteindre le minimum où on a une droite uniforme et le coefficient directeur d'une droite uniforme est de 0. Donc le paramètre W1 ne sera plus mis à jour. La valeur de la dérivée partielle aura tendance donc à diminuer à l'approche du minimum, ce qui rendra le pas de plus en plus petit jusqu'à atteindre le minimum global de notre fonction de coût, JW. Maintenant que l'on comprend bien le terme de la dérivée partielle, passons à l'utilité et l'impact du learning rate. La valeur d'une learning rate est constant pendant tout l'entraînement et il est compris entre 0 et 1. Le rôle du learning rate est de contrôler la mise à jour des poids. S'il n'y a pas de learning rate ou si la valeur du learning rate est trop grand, le modèle peut avoir des difficultés à converger et même peut parfois diverger. Si la valeur du learning rate est trop petite, la convergence peut être très lente et l'entraînement peut prendre beaucoup plus de temps à converger. Dans l'idée, il vaut mieux avoir un learning rate plus petit et avoir un modèle lent à entraîner mais qui converge qu'un learning rate trop grand qui empêche la convergence de notre modèle. C'est fini pour cette vidéo sur la théorie de la régression linéaire. Vous connaissez maintenant toute la théorie, c'est nécessaire mais pas suffisant pour comprendre toutes les subtilités de ce modèle de machine learning. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Le meilleur moyen de bien comprendre un algorithme est de le coder soi-même. Et ça tombe bien car dans la prochaine vidéo de cette formation, vous allez implémenter from scratch avec Python tous les concepts vus dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour implémenter tous ces concepts from scratch avec Python. Allez, ciao!